c'est François Bouet pour Road Story. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite aventure à la montagne avec la nouvelle BMW iX. Et donc pour savoir si on peut aller au ski et aussi s'il faut sortir d'X pour arriver à s'en sortir avec cette auto. Pour ceux qui ne savent pas, X, c'est le surnom de Polytechnique. Mes amis de Génération 4x4 m'ont invité à une balade en montagne pour essayer la nouvelle BMW iX. Un test longue distance où la BMW avait pour camarade d'essai la Jeep Wrangler 4XE et le Land Rover Defender hybride. Mais commençons par le iX que j'ai eu le bonheur d'aller récupérer chez BMW France. Je reconnais que je coinçais un peu sur le nouveau design avec le grand air-écho de Calandre. Eh bien, un peu comme avec le design BMW de l'ère Chris Bangle, mon cerveau a fini par accepter cette ligne, on va dire décalée. C'est peut-être ça un bon design, celui qui est en avance sur le consommateur et auquel on s'habitue petit à petit. Donc pour l'extérieur, on aime ou l'on n'aime pas, mais c'est acceptable et sans aucun doute très segmentant. Mais bon, si j'étais méchant, je dirais que cette auto ressemble de profil à une Opel Signum ou un Break 9.3 Break. Alors j'aime l'une ou l'autre, mais pas toutes les deux. À l'intérieur, il y a beaucoup de place à l'avant, que ce soit en largeur ou en espace au niveau des jambes. Cet espace avant n'est pas obtenu au détriment de l'habitabilité arrière. En effet, vous arrivez à caser 3 adolescents sans problème aux places arrière. Là encore, la largeur et la longueur est absolument gigantesque. Par contre, côté coffre, cela reste, on va dire un peu juste, parce que c'est quand même 500 litres, c'est bien, mais pour vous situer, un X5 offre 650 litres. Donc le coffre manque un peu de cohérence avec l'espace central qui lui peut accueillir, donc comme je l'ai dit, 5 adultes sans souci. L'intérieur se veut moderne et original avec en particulier sa sellerie aux coutures façon diamond shape, les petits losanges. À force d'ouvrir et fermer la porte conducteur pour faire des photos, je finis par trouver que la poignée de porte sous la coudoir n'est pas pratique. En fait, je n'ai pas compris que l'ouverture se fait via un bouton électrique positionné sur le panneau de porte près de la poignée et non par la poignée manuelle de dépannage située sous la coudoir. Puisque l'on en est à parler des bizarreries d'ergonomie, je vais parler des sièges avant. Pour bien m'installer, j'ai essayé de régler l'inclinaison de l'assise conducteur avec les boutons de réglage du siège qui sont sur le panneau de porte. Classique. Eh bien ce n'est pas possible, il faut passer par l'écran tactile ou en jouant avec la molette pour effectuer cette modification. En parlant de cette molette, elle tourne, elle clique quand on appuie dessus ou quand on la pousse à gauche, à droite, vers l'avant ou vers l'arrière. Encore une fois, comment faire compliqué quand on peut faire simple? Et je ne parierai pas sur la fiabilité dans le temps de cette superbe molette. Tout est design, tout est subtil, des fois un peu trop. Il m'aura ainsi fallu près de 1000 km pour voir les touches de raccourci tactile intégrées sur la console centrale. En particulier celle pour enlever cette saloperie de maintien de fil qui se met en route à chaque démarrage. Avant de partir, je décide de relier mon téléphone à l'X pour avoir les informations de charge sur mon téléphone en temps réel. Me voilà donc parti pour créer mon compte BMW. Il faut saisir le VIN. Quoi ? Toi, Auguste, consommateur d'une auto à 100 000 euros, tu ne sais pas ce qu'est le VIN? Tu es vraiment bête, c'est le numéro de série. L'interface t'explique avec moult détails où est supposé se trouver ce numéro magique sur la voiture, sous le capot ou en bas du pare-brise. Et oui, l'interface est universelle pour tout BMW. Et oui, mais on oublie juste de vous dire qu'il est tout simplement sur la carte grise. Oui, le truc en papier qui est juste à côté de toi dans la voiture et pas sous le capot dans le noir. Je vous le dis, je suis vieux et je n'ai définitivement pas le niveau pour la nouvelle BMW iX. Bon allez, comme j'aime bien finir sur des notes positives, l'écran est juste immense et très lisible, même confronté au soleil rasant des fins de journée et de montagne. Nous voilà donc partis pour faire le trajet Paris-Ferney-Voltaire et monter le lendemain au col de la Faucille. Objectif, faire des kilomètres en conditions ski et réaliser des photos neige de toutes nos autos. L'IX est donné pour une autonomie en cycle WLTP, la norme d'homologation de 629 km. Ambition rendue possible par son énorme batterie de 105 kW de capacité disponible. Dans la réalité, sur autoroute, nous ferons 27,5 kW au 100 à l'aller, avec de belles rampes à Valais, le Morvan, les contreforts des Alpes, et au retour, 34 kW. Nous n'avons pas vraiment réussi à trouver une explication cohérente à cet écart. Peut-être, et sans aucun doute, faut-il contrôler les consommations avec un aller-retour sur le même itinéraire pour écraser les effets des vents et des déclivités.
Ces facteurs passent quasi inaperçus sur un thermique, mais font varier de près de 20% la consommation d'une électrique. Même si nous roulons très calmement au régulateur à 130 km/h, quelques dépassements me permettent de sentir que les reprises sont impressionnantes. Assez logique pour une auto qui dispose d'une puissance au cumul de ses deux moteurs de 523 chevaux et d'un couple de 57 m3. L'aller et le retour sur autoroute me feront vivre deux expériences. À l'aller, 2 jours, sans pluie, je vais avoir l'impression de rouler dans une voiture comme une autre. Cependant, mes 3 heures de conduite ne seront pas de trop pour essayer de comprendre et configurer l'IX à partir de menus d'une complexité à un tantinet énervant. Définitivement rouler à 130 dans une auto comme celle-ci, très silencieuse, à la suspension pneumatique très bien calibrée et à l'ambiance ouatée est une gageure. Mais hélas, les limitations de vitesse et la consommation délirante des véhicules électriques au-delà de 130 km/h ont tué tout le plaisir de rouler dans une bête à abattre du kilomètre comme cette BMW. Après le trajet retour, mon sentiment aura changé du tout au tout. La neige, la pluie, la nuit, la fatigue d'une grosse journée me feront retrouver le bonheur de rouler dans une berline haut de gamme BMW. Avec ses phares matriciels, avec longue portée laser, juste parfait. Sa suspension adaptative très efficace, sa tenue de cap parfaite. Vous n'avez plus envie de quitter l'IX et sa température intérieure parfaitement régulée. Quelle super rouleuse! Quel dommage d'être obligé de se traîner de peur de tomber en panne d'électricité, comme si nous étions revenus en 1955. Et oui, les voitures électriques ont beaucoup de bons côtés, mais l'on est encore obligé de s'arrêter pour recharger, alors que l'on aimerait rentrer vite de week-end ou d'un rendez-vous en province. La clientèle qui achète ces autos à plus de 100 000 € est aussi celle qui va au ski, en week-end à l'autre bout de la France, ou se déplace professionnellement sur de longues distances. Je sens que les acheteurs vont critiquer ces arrêts multiples dus à la recharge. Mais il faut quand même le redire, on retrouve dans une iX toutes les qualités de grande rouleuse d'une série 7. Bref, à l'arrivée à notre hôtel de Ferney-Voltaire, nous devons recharger l'X durant la nuit, mais il n'y a pas de borne à l'hôtel. Même avec 50% de batterie, le stress de la batterie trop juste pour faire une grande montée jusqu'au col, les photos en dynamique et rejoindre Dole nous étreint. Donc nous voilà partis à la chasse aux chargeurs. ChargeMap nous en indique un au parking du centre, inaccessible pour cause de route barrée. La deuxième borne est située sur un parking perdu en périphérie de la ville. À notre arrivée, nous la trouvons entourée de rues balises et en panne. La troisième, installée près d'une école, marche mais est occupée. Nous posons l'IX à côté du chargeur sans pouvoir la mettre en charge et nous partons dîner au volant du Wrangler. Le lendemain matin, c'est votre serviteur qui a le bonheur de faire la montée avec l'IX sur la neige. Quoi vous dire, ce fut un régal. L'auto est dotée de 4 pneus neige, le résultat c'est facile, performant, pour ne pas dire bluffant. Tous les modes de conduite sont bons avec plus ou moins d'intervention de l'électronique. Quelle motricité en sortie de virage, quelle facilité à maîtriser l'auto. Dès que l'on attaque, on sent que les roues arrière directrices donnent cette petite pointe d'agilité qui rend une auto amusante. Contrairement à l'électronique souvent brutale et castrateur des versions thermiques, la régulation de la puissance sur l'X se fait tout en douceur. Jamais on ne ressent une coupure brutale ou qui arriverait avec retard. C'est comme si la voiture savait anticiper. Tout est lissé mais tellement performant. Bazar, je retrouve BMW. Par contre, et encore bien plus qu'en condition été, le tout autonome n'est pas pour demain sur la neige. Toute la montée, je vais avoir un message me disant que le radar de distance est déconnecté. Et oui, il y a de la neige sur le dit capteur. Et à chaque fois que je vais effacer le message, il va revenir. Un vrai bonheur. Dernier point, la conduite c'est très bien, mais le confort intérieur c'est capital. Et pour moi, un des points essentiels du confort, c'est le chauffage. Même si l'IX est une auto imposante, il y fait toujours un confort douillet, partout. J'ai pu circuler avec mes 3 enfants et cela faisait bien longtemps que je ne les avais pas vus aussi satisfaits de la régulation de la température aux places arrière. Par contre, un regret. Avant de rendre l'IX, je suis allé la recharger et j'ai fait comme beaucoup. Je me suis installé avec mon ordinateur pour travailler pendant le temps de recharge. Si l'espace siège conducteur reculé est très confortable pour bosser, le chauffage se coupe automatiquement quand on coupe le contact. Je n'ai pas trouvé de position où j'avais le chauffage et la radio sans avoir tout le reste de l'auto allumé comme un sapin de Noël. Conclusion, l'IX est une BMW plutôt réussie. Sa très grosse batterie lui permet d'envisager des trajets autoroutiers, mais pas au rythme de ses homologues thermiques. Le sujet central de cet essai était le nouvel iX.
Cependant, notre aller-retour à la montagne m'a permis aussi d'essayer la Jeep Wrangler 4XE et le Land Rover Defender hybride. Donc, Jeep Wrangler 4XE. Je dois avouer que Jeep est une marque que j'aime bien, et dans une autre vie, j'ai beaucoup aimé un Wrangler diesel de la génération précédente. Avec la version Rubicon que nous avons à l'essai, le look est là et la puissance aussi. C'est quand même bien sympa d'avoir des chevaux que l'on peut exploiter sans arrière-pensée, sans avoir à calibrer son utilisation suivant la disponibilité de bornes de recharge. Par contre, si la version Rubicon est top côté look, son équipement pneumatique typé terre n'est pas trop fait pour l'autoroute ou les passages de col verglacé. En effet, dans cette définition, la Jeep est équipée de pneus tout-terrain qui font un bruit de folie sur autoroute et qui sont des bouts de bois sur sol glacé. Par contre, pour faire joujou dans la neige, pas de problème. Je dois reconnaître que dans les descentes de col, j'ai dû rester concentré. J'avais mes 2 camarades qui roulaient sereinement plutôt vite et moi je devais sauver l'honneur de l'Amérique. Autre petit désagrément, le toit de notre Rubicon est un immense toit ouvrant en toile. Mais une toile qui n'est pas doublée. Autant vous dire que je n'ai pas eu le même confort thermique que dans l'IX. Pour vérifier que nos désagréments de bruit et de tenue de route étaient dus à ces satanés pneus, nous avons emprunté une version classique du Wrangler à notre retour. Cela a été le jour et la nuit, même si l'on reste dans des schémas à la Jeep avec des pneus tout temps, la tenue de route et le bruit restent contenus dans des limites raisonnables. Même si l'hybride rechargeable nous permet de continuer à rouler en Wrangler, le concept a ses limites. Passé les 30 premiers kilomètres sur autoroute en électrique, on bascule en 100% thermique. Rouler à l'essence avec une auto qui pèse plus de 2,5 tonnes induit une consommation de 13 à 15 litres, en roulant à un petit 120-130. Mais revenons à des aspects plus positifs. Sur la Jeep, les compteurs façon jauge d'avion sont superbes, sans parler du discret clin d'œil à l'AMB sur les fonds de compteur. J'adore pouvoir poser le coude gauche sur l'eau de la portière et conduire en tenant le volant avec 2 doigts. Et puis c'est bien agréable d'avoir laissé un USB classique, histoire de ne pas avoir que des USB-C pour brancher son téléphone ou ses accessoires. Dernier détail, le bouton direct sur le volant pour enlever le maintien de fil est vraiment plus agréable que toutes les voitures où il faut passer par un sous-menu dans l'écran tactile. La Jeep est vraiment un produit sympa, très habitable, avec de la puissance à revendre, surtout en complément quand il reste un peu d'électricité, et une position de conduite très en hauteur. En effet, que c'est reposant d'être assis aussi haut et pas à mi-hauteur, comme sur la majorité des SUV du marché. Pour dire que le produit plaît, il n'y en a pas assez disponible et il s'en sera vendu 800 en 2021, soit 4 fois plus que des Defender. Et allons-y, parlons du Defender. Bon, je suis aussi fan de Land Rover, même si je n'ai jamais eu de Defender ancien ou moderne. Le nôtre est en pneu été et pèse près de 2,7 tonnes. Et même si l'on s'appelle Defender, avec ce poids-là et des pneus été, eh bien il y a des limites à ne pas dépasser. Nous allons ainsi réussir à nous planter dans la neige 2 fois, même en enlevant tout l'électronique. Il a fallu pelleter et pousser pour nous sortir de ces mauvais pas. J'ai donc été un poil déçu par rapport à ce que je peux faire avec mon Range Rover L322 d'il y a 20 ans. J'ai la chance d'avoir un ami qui a été un des premiers livrés en France de Defender hybride. Coucou mon JC. Il utilise le sien au quotidien et est amené à accéder à son chalet via un chemin non stabilisé et souvent ultra enneigé. Et bien avec ses 4 pneus hiver, rassurez-vous, cela passe facilement même ultra chargé. Et après 30 000 km à son volant, il n'a eu aucun souci et ne regrette pas son achat. Enfin, seuls 2 bémols. La consommation, dès que l'on sort du trajet périurbain et que l'on bascule en full essence, et le coffre un peu juste quand on est à 4 avec tous les bagages pour aller une semaine au ski. Et puis chez Land Rover, la crise des supraconducteurs est un vrai souci. Les délais de livraison sont aussi longs que la liste des options. Quand on consulte la liste des prix, on comprend bien que le Defender Hybrid n'est pas un utilitaire basique comme son prédécesseur. C'est un modèle premium qui peut être super équipé au prix d'un budget pouvant dépasser 100 000 €. Mais par exemple, ne pas avoir de recharge à induction sur un véhicule à près de 90 000 €, c'est quand même un peu désolant. Dernière remarque, si de nombreuses aides à la conduite sont disponibles, la pertinence et la subtilité de leur intervention ne sont pas à la hauteur de celles disponibles chez BMW, Mercedes ou Volvo. Le Defender a un petit plus très malin que ses concurrents n'ont pas. Vous disposez de 3 places à l'avant, mais en configuration 2 places, le dos du siège central fait office d'accoudoir une fois rabattu. Ce n'est hélas pas très confortable, mieux vaut garder le dossier relevé. En conclusion, si vous êtes riche et amoureux du look du Defender, foncez, c'est une super auto.
Mais gardez en mémoire que même s'il est plus polyvalent que son prédécesseur, et largement, mais cela reste un 4x4 de près de 2,7 tonnes et pas une grande routière pour faire de longs trajets de façon très économique. Merci beaucoup à Soufiane Ben Hamouda pour toutes les superbes photos qu'il a prises. Et je suis vraiment fan. Donc allez vraiment, si vous écoutez seulement le podcast, allez sur le site de Road Story, sur Isto Auto, pour regarder les photos de Soufiane. Elles sont absolument géniales. À bientôt.